Le festival, ce qui est super, c'est que là, comme on peut entendre, il y a des chants basques. J'ai un verre de rouge dans la main, je viens de manger un gâteau basque et c'est hyper facile de discuter avec les gens, donc on va forcément faire des rencontres. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde du cinéma. Comme dirait la très sarcastique April Ludgate dans la magnifique série Parks and Recreation, le temps c'est de l'argent c'est du pouvoir et le pouvoir c'est de la pizza, ou en ce qui me concerne, des croquetas de Ramon. Et oui, cette semaine, telle une Dora l'exploratrice du podcast ciné, je suis repartie en vadrouille à la recherche de nouvelles aventures cinématographiques. Après San Sebastian, cette fois-ci, j'étais encore au Pays Basque, mais côté français, parce que les croquetas et la tortilla me manquaient beaucoup, mais aussi et surtout parce que j'étais invitée au Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz, en tant que membre du jury de la critique. Et vous allez le voir, participer à un festival en tant que membre d'un jury, c'est une expérience un peu différente de ce que l'on peut vivre en tant que journaliste. Si vous voulez savoir quoi voir au cinéma cette semaine, restez jusqu'à la fin de l'épisode puisque je vous parlerai des meilleures sorties ciné et je vous donnerai aussi quelques petits updates sur la course aux Oscars qui est désormais bien lancée. Mais avant ça, je vous emmène dans la vie d'un pique-assiette, d'un membre de jury au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Qui dit festival de cinéma dit remise de prix. Et pour remettre ces prix, on fait appel à des jurys, un peu comme à la Starac ou à la cour d'assises, mais en plus fun et avec des meilleurs sièges. À Cannes, comme ailleurs, il y a toujours le grand jury officiel composé de personnalités du cinéma, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, qui sont chargés de remettre les récompenses les plus prestigieuses du festival. Mais il y a aussi plein d'autres jurys un peu moins famous, je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartiens. À Saint-Jean-de-Luz, il y avait également un jury jeune composé de lycéens, un jury court-métrage chargé de donner plusieurs récompenses aux courts-métrages en compétition, mais il y avait aussi un jury de la critique, là c'est vraiment les gens que personne ne reconnaît dans la rue, composé de 3 journalistes appartenant au SFCC, le syndicat français de la critique de cinéma, et donc parmi ces 3 journalistes, il y avait moi. La particularité de ces jurys SFCC en festival, c'est qu'ils délibèrent en public. Et comme vous savez que je ne recule jamais devant une opportunité de parler dans un micro devant un public, c'était évidemment un rôle 100% fait pour moi. Ça fait quelques années que je participe à des jurys du syndicat, ça doit faire peut-être une petite dizaine de jurys auxquels j'ai participé, et c'est toujours une super expérience. Et dans ce festival spécifiquement, on avait pour mission de remettre 2 prix. Un prix de la critique du meilleur court-métrage et un prix de la critique du meilleur long-métrage. Pour rappel, le court-métrage, c'est un format spécifique qui permet souvent de découvrir des cinéastes pas encore confirmés, et ce sont des films qui durent généralement moins de 20 minutes. Vous le savez déjà, si vous avez écouté les épisodes sur Cannes ou Venise, participer à un festival en tant que journaliste, c'est toujours une expérience très riche et très intense. On dort peu, on travaille beaucoup, on voit plein de films et on court partout. En tant qu'invité, c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Le plus gros contraste, il est financier. Quand on est invité, le festival prend en charge tous nos repas, nos déplacements et notre logement. Je ne suis pas payée pour être membre de jury, mais c'est compensé financièrement par le fait que je n'ai rien à dépenser sur place. En gros, en allant à Cannes en tant que journaliste, je m'endette. En allant à Saint-Jean-de-Luz en tant que jury, je fais des économies. Autre différence, à Cannes, je perds du poids puisque je n'ai pas le temps de m'alimenter. Et en jury, je prends du poids puisque je mange au restaurant 3 fois par jour. Et qu'il est coutumier de donner aux invités des petits cadeaux d'arrivée ou de départ. Alors ça peut être parfois du savon, du maquillage, des bouquins, quelque chose en lien avec le festival, mais souvent en festival de cinéma, ça va être une spécialité locale. Donc ça peut être des petits gâteaux, du chocolat, une bouteille de vin ou de champagne. Il m'est aussi arrivé d'avoir de l'huile d'olive, du sel à la truffe. Bref, mes placards sont remplis de cadeaux. C'est très sympa et ça permet de compenser le fait qu'on va dégager plusieurs jours, voire une semaine dans notre emploi du temps pour aller regarder des films et leur remettre un prix. Au-delà de ça, quand on est journaliste, on a généralement un programme garanti 100% prise de tête. Quand on est invité dans un festival, on a beaucoup moins de considérations logistiques puisque toutes les prises de tête sont aussi gérées par l'équipe du festival.
Ce sont eux qui réservent nos billets de train et notre chambre d'hôtel et qui nous disent voilà, il suffit de se pointer à Montparnasse à telle heure et puis à l'arrivée, il y a quelqu'un qui vous attendra avec une petite pancarte et qui vous emmènera directement à l'hôtel. Et surtout, on reçoit une feuille de route, c'est-à-dire un planning qui nous dit quel est notre programme chaque jour, où on doit être et à quelle heure, qui contacter en cas de pépin. Donc globalement, on n'a quasiment aucune minute de notre journée qui n'a pas déjà été décidée à notre place. En gros, la différence entre être journaliste et invité, c'est un peu comme la différence entre être un adulte et un bébé. Quand on est invité dans un festival, on est vraiment pris par la main, parfois presque littéralement, pour aller d'une projection à une autre, d'une projection au resto, du resto à l'hôtel. Et c'est assez chouette d'être débarrassé de toute charge mentale. Parfois, ça va encore plus loin parce que les membres du jury sont souvent encadrés par une personne bénévole, souvent une femme, qui est chargée de nous accompagner tout simplement pour tout ce dont on aurait besoin. Donc c'est la personne qui va nous attendre devant l'hôtel ou devant la salle de projection pour nous amener à l'étape suivante de notre programme. Mais c'est aussi la personne qui va nous demander si on a besoin d'un café, d'une bouteille d'eau, qui va vraiment s'occuper de tous nos questionnements, toutes nos problématiques logistiques et qui va s'assurer qu'on soit tout le temps chouchouté. Ces personnes-là, dans le langage du festival, on les appelle carrément les nounous. À Saint-Jean-de-Luz, le jury presse n'en avait pas, mais j'en ai déjà eu dans d'autres festivals. Et en fait, c'est souvent la personne qu'on côtoie le plus pendant le festival. On discute avec toute la journée. Il m'est aussi arrivé d'avoir un chauffeur, Fred. Et ces personnes, ce sont les personnes dont vous n'entendez jamais parler quand on vous parle de notre expérience dans un festival, mais sans qui on se retrouverait totalement démunis et avec qui on a souvent de super conversations, donc merci à elles. Et oui, ça vous surprendra peut-être, mais le plus gros avantage d'être invité à un festival de cinéma, ce n'est pas forcément les dizaines de super films qu'on va découvrir, mais au risque de passer pour Édouard Baird dans Mission Cléopâtre, le gros avantage, c'est surtout l'aspect humain. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et surtout dans un petit festival, on rencontre énormément de monde. Des acteurs, actrices, cinéastes, producteurs, des attachés de presse, mais aussi d'autres journalistes. En fait, plein de gens qu'on croise à d'autres moments professionnellement, mais avec qui on n'a jamais vraiment l'occasion d'échanger. Ou on va échanger de manière très formelle, alors que là, pendant quelques jours, c'est un peu comme une colonie de vacances. On est généralement logé au même hôtel, donc on se croise en jogging troué au petit-déj le matin, true story, true sans mauvais jeu de mots. On mange avec eux, on voit les films avec eux, puisqu'on est toujours assis généralement au même endroit de la salle avec des places réservées. On boit des coups avec eux le soir. Bref, on est tout le temps ensemble dans un cadre très décontracté et ça permet des échanges vraiment super. À Saint-Jean-de-Luz, le premier soir, par exemple, on était à la même table que le jury des courts-métrages qui était composé du producteur Jules Reinhardt, oui, le frère d'Antoine, du réalisateur et comédien Johan Dionnet et de la directrice de casting Constance de Montois. On a sympathisé alors que dans un autre contexte, je n'aurais peut-être jamais rencontré ces gens-là. Et honnêtement, c'est mon aspect préféré de ce genre d'expérience. Ce sont souvent des rencontres éphémères, mais parfois on noue des liens qui perdurent, on échange nos numéros, on se recroise dans d'autres festivals. Par exemple, si vous écoutez le podcast Amis, j'ai invité Thomas Lilti dans plusieurs épisodes du podcast parce que à la base, je l'avais rencontré quand on était tous les deux dans des jurys différents du même festival à Arras. Parfois, le contexte de festival, c'est aussi se retrouver à boire des coups avec des comédiens très très célèbres et avoir des anecdotes très croustillantes que je ne vous raconterai pas dans ce podcast. Mais sachez que ça fait aussi partie du plaisir. D'ailleurs, moi en tant que journaliste, vous le savez, je suis pique-assiette professionnelle, mais je voulais savoir ce qui les attirait, eux, ces professionnels de l'industrie, dans le fait de participer à un jury de festival. Et je vous laisse écouter ce que Johan Dionnet, le comédien et réalisateur d'Avignon, m'a raconté. Pourquoi tu as accepté d'être membre du jury court-métrage ? Bah écoute, il se trouve que j'ai écrit des courts-métrages avec des copains en mode collectif, tu vois. J'en ai réalisé certains et je les ai proposés à des festivals, dont Saint-Jean-de-Luz. Et Patrick Fabre, il a programmé mon court-métrage donc il y a quelques années, qui est l'extension de mon long-métrage d'ailleurs, qui s'appelle Jojo Rodrigue. Et en fait, moi pendant maintenant quasi 10 ans, j'ai fait beaucoup de festivals de courts-métrages avec soit des courts que j'avais écrits, réalisés ou dans lesquels je jouais. Et grâce au festival, j'ai pu rencontrer des réalisatrices et des réalisateurs avec qui je travaille maintenant, des producteurs qui m'ont dit mais nous, moi j'aime bien ce que tu fais. Et quand toi, tu viens de faire un long-métrage, c'est super de venir et d'encourager aussi les courts-métragistes parce que moi j'ai été ce mec-là et je le serai peut-être que je referai encore des courts-métrages.
Et donc moi je trouve ça normal de venir et de continuer à faire en sorte que ce festival existe. En fait. Voilà, je pense. Et du coup, tu viens aussi pour rencontrer des gens, en fait. Professionnellement, c'est avantageux d'être membre du jury. Oui, bien sûr, tu rencontres forcément des gens. En fait, ce qui est super avec les festivals, c'est que si tu te dis en te mettant un peu la pression, il faut que je rencontre des gens, je pense que tu passes à côté du festival. On va forcément faire des rencontres. Et ça se fait dans la bienveillance, dans un esprit de camaraderie, et c'est beaucoup plus simple, et c'est à l'échelle humaine surtout. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'en ai envoyé des mails où personne m'a répondu, et d'un seul coup, t'as les mêmes personnes que tu vois là, tu bois un verre avec eux, tu dis mais tu sais, je t'ai envoyé un mail, peut-être je me souviens plus, mais en tout cas, n'hésite pas à me rappeler quand t'as un autre truc, et en fait, c'est beaucoup plus facile après. Ouais. Bon, je vous ai parlé des cadeaux, des nounous, des hôtels, des restaurants, mais être membre d'un jury, c'est quand même avoir une grosse responsabilité, celle de remettre un prix à un ou plusieurs films, et donc de permettre peut-être à certains cinéastes de développer leur carrière, de pouvoir distribuer leurs films alors qu'ils n'avaient peut-être pas de distributeur au départ, de trouver plus facilement des financements pour leurs prochains films. Un prix en festival, ça peut vraiment compter, surtout pour de jeunes cinéastes, et il faut préciser que le festival du film de Saint-Jean-de-Luz récompense des premiers ou deuxièmes films. Donc on arrive vraiment à un moment très intéressant de la carrière de ces cinéastes. C'est souvent des cinéastes émergents. Donc même si on est logé, nourri, chouchouté, on prend très au sérieux notre rôle. Les membres de jury professionnels, évidemment, ont pu être à la place de ceux qui étaient jugés. Donc ils savent très bien ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté et d'attendre un prix lors de la cérémonie de remise de prix. Et nous, en tant que journalistes, justement, le fait de participer à ces festivals et de côtoyer tous ces gens de l'industrie, ça nous permet aussi d'être mis face à notre rôle de manière très concrète. Quand on écrit notre critique derrière notre ordinateur, ça peut être très facile d'oublier qu'il y a des vraies personnes derrière ce qu'on est en train de raconter. Là, on est face à eux et lors des délibérations en public, on peut même se retrouver avec des cinéastes dans la salle ou parfois la famille d'un cinéaste qui est dans la salle et qui veut écouter ce qu'on va dire sur le film. Donc c'est une énorme responsabilité et évidemment, on ne rigole pas du tout avec ça. D'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime bien dans le fait de délibérer en public, c'est qu'on est obligé d'être honnête intellectuellement. On doit vraiment justifier de notre choix parce qu'on sait que tout le monde va entendre notre processus de réflexion pour déterminer qui on va récompenser. Et donc, on est obligé de développer une argumentation très, très solide. Et moi, j'aime bien ça en tant qu'exercice intellectuel. Après, chacun a sa méthode pour délibérer. La grande majorité des jurys sont composés avec un chiffre impair, ce qui permet de trancher si jamais il n'y a pas de gros consensus. Parfois, tout le monde est d'accord et tout le monde a les mêmes goûts, mais parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué. C'est rare, mais ça peut arriver de ne pas s'entendre avec les autres membres de jury et d'avoir des visions très différentes du cinéma, de ce que symbolise aussi la récompense qu'on va remettre, et donc de vraiment, vraiment galérer à se mettre d'accord sur le prix qu'on va remettre. Par rapport au film, on peut aussi opérer de manière différente. Parfois, on va débriefer après chaque projection pour se donner déjà un premier avis sur le film qu'on a vu. Parfois, on garde un peu nos cartouches pour la fin, une fois qu'on a vu tous les films, pour les remettre en perspective les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment un peu des règles de jury qu'on va établir au début quand on se rencontre. On se dit, comment vous voulez procéder ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? En tout cas, moi, c'est la question que je pose quand j'arrive, c'est est-ce que un critère déterminant, ça va être une mise en scène très particulière, parce que c'est souvent un critère qui revient dans les conversations, ou est-ce que ça va être aussi l'envie de voir ce que ce ou cette cinéaste va faire après ? Moi, je sais que ça, c'est un critère très important pour moi, et parfois, on a des réalisateurs plus confirmés dans une compétition, et on peut se dire, on a adoré son film, mais est-ce qu'il a besoin de notre prix ? Autant qu'un cinéaste dont personne n'a jamais entendu parler, et qui va peut-être beaucoup plus galérer à poursuivre la suite de sa carrière. Et d'ailleurs, Jules Reinhardt, qui était dans le jury court-métrage et qui était chargé de remettre plusieurs prix avec ses compagnons de jury, notamment meilleur court-métrage, meilleure réalisation et meilleure interprétation, il m'a parlé de sa méthodologie pour choisir à qui il allait remettre le prix. Lui aussi a déjà participé à d'autres jurys, donc il a fini par bâtir un peu une manière de procéder. Et j'ai trouvé ça très intéressant de savoir comment eux, ils avaient fait leur choix. Alors, ce qui a le plus compté, évidemment, il y a les goûts personnels, il y a les goûts très choses, mais en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que tu ne sais pas avec qui tu vas discuter à la fin. Moi, les deux membres du jury avec qui j'étais, je ne les connaissais pas. Mais j'ai appris, au fur et à mesure des jurys que j'ai fait, qu'il est très, très, très important de prendre un film et de le choisir comme petite bouée, comme film que tu vas défendre coûte que coûte. Ce qui va être un film extrêmement important. Ça va être très important d'avoir un peu un poulain, d'avoir un peu un film que tu vas défendre coûte que coûte, et que quand tu vas arriver dans la discussion au milieu de gens que tu ne connais pas, tu vas dire
il faut sortir un peu des phrases un peu certaines comme ça en disant ce film-là, moi je veux qu'il ait un prix ou rien. Et en fait, il faut absolument... Il faut faire du chantage, en fait. C'est pas... Ouais, c'est un peu du chantage, mais un peu asseoir une pseudo-autorité un peu chelou, mais un peu un truc de... En fait, ça, je le veux. Parce que si on ne défend pas, dès le départ, quelque chose de manière très forte, on va tomber dans un consensus. Et peut-être que même ce film-là, il va disparaître au fur et à mesure des discussions, parce que c'est quand même très long, et même soi-même, on peut un peu se retrouver à être un peu ballotté entre plusieurs choses. Et en fait, il faut vraiment asseoir une décision dès le départ. Et ça, je l'ai vécu quand j'ai fait mon premier jury au Festival de Poitiers, où l'une des membres du jury a dit en arrivant ce film-là aura un prix ou rien. Et il a eu un prix. Et en fait, une fois que cette personne-là a dit ça, c'était impossible de ne pas lui donner de prix. Donc j'ai appris stratégiquement. En fait, la décision des prix, il y a aussi en chacun une certaine stratégie, comme des jeux de société. Et il faut l'avoir. Alors justement, quel film on a choisi de récompenser ? On devait remettre des prix dans 2 catégories. La première, c'était celle des courts-métrages. Et d'ailleurs, les courts-métrages avaient leur propre cérémonie de remise de prix parce que Patrick Fabre ne voulait pas les reléguer, comme c'est souvent le cas, au début de la cérémonie de remise de prix qui a lieu à la toute fin du festival. Donc on a eu une journée et une soirée entièrement dédiées aux courts-métrages, ce que j'ai trouvé très très chouette. On en a vu 10 qu'on devait départager. Il y en a pas mal qu'on a trouvé très bien et il y en a 2 sur lesquels on a eu un coup de cœur. On avait beaucoup de mal à se mettre d'accord, mais généralement, c'est pour ça que les jurys sont composés avec un nombre impair, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse finir par trancher. On hésitait énormément entre 2 films qui nous plaisaient pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on les trouvait assez frais et assez subversifs dans ce qu'ils essayaient de faire, mais on avait chacun un peu nos préférences. Et finalement, on s'est mis d'accord pour récompenser un film qui s'appelle En beauté, de Rémi Mardini. C'est une comédie noire sur un couple assez âgé qui a décidé de se suicider. Et donc, la séquence d'ouverture, ils sont en train d'enregistrer une vidéo sur leur téléphone portable à laisser à leurs enfants pour leur expliquer pourquoi ils ont choisi de se suicider. Ça, c'est le point de départ, mais évidemment, il y a plusieurs choses qui ne vont pas se passer comme prévu et ça donne lieu à plein de séquences de disputes au sein du couple qui règlent leur compte un peu alors qu'ils sont sur le point de mourir. C'est très très drôle et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est que je me suis dit, le film qui m'a le plus foutu la patate aujourd'hui, c'est un film dans lequel je vois 2 personnes envisager de se suicider. Toute la salle riait aux éclats, on a senti que c'était vraiment très réussi et d'ailleurs le film a aussi récolté le prix du public. Les 2 comédiens sont géniaux, moi j'étais très surprise, c'est-à-dire que jusqu'au bout du film je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. C'est aussi très contemporain puisque évidemment la question de choisir le moment où on va mourir revient très très fréquemment dans l'actualité. Ça parle d'amour, de compromis, de mort, de rôle genré aussi, puisqu'on voit tous les ressentiments bâtis sur toute une vie de couple qui vont éclater justement dans les derniers instants. Moi, j'ai trouvé ça assez brillant et c'est d'autant plus impressionnant que c'est un premier court-métrage, un premier film pour ce jeune réalisateur. Et donc, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de voir ce qu'il allait faire par la suite. Et ça, c'est un point déterminant très très important quand on récompense un film. Mais ça s'est vraiment joué à très peu de choses et donc on a décidé de tricher un petit peu et aussi d'accorder une mention spéciale. Généralement, on n'accorde pas de mention parce que c'est de la triche, parce que quand on est critique, on veut aussi défendre le fait de faire des choix affirmés et donc là, forcément, ça peut sembler diluer un petit peu le choix qu'on a fait de aussi reconnaître un autre prix, mais vraiment, ça nous semblait assez juste de dire que celui-là nous avait quand même énormément marqué. Et donc ce film qu'on a quand même voulu mentionner lors de la cérémonie de remise de prix, c'était Pentest de Tristan Lhomme et Benjamin Chevalier. Et là aussi, c'est un film qui nous a paru subversif pour d'autres raisons. En fait, ça démarre avec un livreur qui arrive dans les bureaux d'une grande banque, qui doit remettre un colis, mais on lui refuse l'accès. Et il va développer un lien avec un des gardiens de l'immeuble qui va lui permettre de rentrer. Ça, c'est vraiment juste la première séquence. Et en fait, à partir de là, le film prend plein de tournants très inattendus. On doit sans cesse remettre en question les préjugés qu'on avait sur le personnage, parce qu'à plusieurs reprises, on va nous révéler que ce qu'on pensait voir n'est pas en fait ce qu'on pensait voir. Il y a un moment où on se dit qu'on va peut-être se retrouver dans un film de casse, un film d'espionnage,
espionnage. Et en fait, c'est pas ça non plus, ou en tout cas, ça passe d'un registre à l'autre avec une aisance qui est très, très impressionnante. Ce qui a compté pour nous, c'est qu'on trouvait peut-être la fin un petit peu moins réussie. L'atterrissage était un petit peu moins maîtrisé que celui de l'autre film qu'on a récompensé. Et c'est sans doute là que la différence s'est jouée. Mais on a trouvé le film vraiment génialissime. Et moi, je me suis aussi dit que je voulais vraiment suivre la carrière de ces deux réalisateurs parce que, encore une fois, c'est très impressionnant de voir des jeunes cinéastes réussir à maîtriser autant de registres et à avoir une histoire aussi inventive pour un début de carrière. Et je précise que, comme on a eu l'occasion de parler longuement avec tous les cinéastes à la fin de la journée lors de la petite soirée, déjà j'ai pu aller voir les cinéastes et leur dire personnellement ce que j'avais pensé de leur film, puisqu'il y a ce qu'on dit sur scène, évidemment, quand on remet les prix, mais on peut aussi discuter beaucoup plus longuement à la fin de la journée, et ça c'est génial. Et je leur ai demandé, est-ce que c'est bâtard de remettre une mention spéciale ou pas ? Est-ce que ça vous donne l'impression qu'on vous a donné un lot de consolation, mais que c'est un peu pourri parce qu'au final c'est pas un vrai prix ? Et les deux m'ont répondu que non, que en fait c'était toujours chouette de dire qu'il y avait eu une mention de la critique pour ce film-là et que dans tous les cas, le film, il allait faire sa vie, il a été récompensé dans d'autres festivals. Donc, on était au final très satisfaits de notre choix, mais ça nous paraissait vraiment important de mentionner cet autre film-là. Et enfin, on a aussi remis un prix SFCC de la critique pour le meilleur long métrage, ou en tout cas celui qui nous a semblé le meilleur dans la compétition. Là aussi, il y avait 10 films. Et on a eu plusieurs coups de cœur, mais pour le coup, la décision a été beaucoup plus facile parce qu'on a tous les trois eu le même coup de cœur qui était numéro 1. Honnêtement, c'est très rare. J'ai participé à pas mal d'autres jurys et c'est la première fois que c'est aussi simple de prendre une décision. Et c'est vraiment pas parce que les autres films étaient moins bien, mais c'est parce que celui-là nous a vraiment tapé dans l'œil dès le départ. Et dès qu'on est sorti de la séance, on s'est dit « Ok, c'est le numéro 1 ». Ce film, c'est Sauvons les meubles de Catherine Combe. C'est un film avec Vima Laponce, qui est une actrice que vous avez pu croiser dans beaucoup de films, notamment L'Attachement, Vincent doit mourir, Mikado, Les garçons sauvages. C'est une actrice que moi j'ai toujours trouvée géniale, mais je dirais qu'elle est plus connue pour souvent incarner des rôles secondaires qui sont très marquants. Et là, je trouve ça génial qu'elle ait enfin un film qui soit un véritable écrin pour ce qu'elle sait faire, parce que c'est le personnage principal. Et donc, elle incarne une photographe qui retourne dans son village de naissance pour s'occuper de sa mère qui est en fin de vie. Et elle va découvrir que sa mère est endettée. Et ce qu'on a trouvé vraiment génial, c'est que c'est un film à la fois très drôle, mais aussi bouleversant. Moi, j'ai beaucoup ri et j'ai pleuré. Vima Laponce est exceptionnelle, mais tout le casting est vraiment parfait. Ça démarre avec une séquence d'ouverture où elle est en train de photographier Benoît Hamon pour le boulot. Et en fait, j'ai vraiment cru que le film allait être une rom-com entre Vima Laponce et Benoît Hamon. J'étais hyper hypée par ce concept. Finalement, c'est pas ça, mais j'ai très vite réussi à réajuster mes attentes et à me dire que ce qu'on me proposait à la place était tout aussi bien. Et en fait, ça a vraiment du sens. En gros, la réalisatrice nous a dit que ce qu'elle voulait, c'était un homme politique ou un personnage d'homme politique dans cette séquence d'ouverture. Et il se trouve que Vima Laponce connaissait Benoît Hamon, donc elles ont réussi à l'avoir lui. Ce personnage de photographe, son boulot, c'est vraiment de faire parler les gens qu'elle photographie pour les mettre à l'aise et pour essayer de leur faire ressortir une certaine vérité qui apparaîtra à l'image. Et ce qu'on va voir, c'est que dans sa famille, c'est beaucoup plus difficile de communiquer. Et donc, évidemment, il y a un paradoxe très intelligent sur le fait que toute la communication qu'elle peut mettre à profit dans sa vie professionnelle va un peu lui manquer alors qu'elle est face à une situation extrêmement complexe qui est le décès de sa mère. Et c'est un film qui est aussi politique puisqu'il parle de l'endettement et de la manière dont, en France, les plus faibles vont se retrouver totalement démunis face à un système de crédit qui profite un peu de leur désespoir. Et donc, mettre Benoît Hamon au début de ce film, ça a totalement du sens puisque c'est un film qui va vraiment mêler l'intime et le politique d'une manière très très fine. J'ai eu l'impression que j'avais jamais vu cette histoire racontée comme ça. L'endettement, bon déjà, c'est pas quelque chose dont on parle énormément au cinéma, surtout dans le cinéma français. Et là, faire tout ça à travers le prisme aussi d'un récit familial qui est très très fin et très émouvant, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est ce qu'on s'est dit tous les trois. Et un autre truc à titre personnel qui m'a vraiment touchée et que j'ai voulu qu'on mentionne aussi dans la cérémonie de clôture, c'était l'écriture de ce personnage féminin parce qu'en fait, c'est très rare de voir des femmes au cinéma qui ont la quarantaine, qui sont célibataires, sans enfants et qui sont définies par leur profession, par leur amour de leur travail, sans être uniquement ramenées à ça, puisque là aussi, on nous parle de sa vie intime et de sa vie familiale. Mais c'est juste un personnage vraiment complexe et vraiment fascinant et encore trop rare au cinéma. Et rien que pour ça, moi, ça m'a donné envie de récompenser le film.
Je ne sais pas quand le film va sortir, mais vous pouvez être sûr qu'on en reparlera à ce moment-là, parce que Sauvons les meubles, c'était vraiment un énorme coup de cœur pour nous. Et là, pour vous donner un petit peu les coulisses côté jury, ce qui était très chouette, c'est que pendant la cérémonie de clôture, quand on a fait venir la réalisatrice sur scène pour récupérer son prix, elle était très émue. Et c'était d'autant plus touchant, en fait, de sentir que remettre ce prix avait un impact réel pour cette réalisatrice. C'est vraiment chouette de sentir que ce qu'on fait sert à quelque chose, en fait, et peut vraiment faire une différence dans la vie des cinéastes qu'on va croiser. Là aussi, c'est un premier film, puisque le concept du festival, c'est de récompenser les premiers ou deuxièmes films. Et donc, encore une fois, c'est une cinéaste qu'on a très, très hâte de revoir, même si elle est assez expérimentée, puisqu'elle est chef décoratrice et elle a notamment bossé avec David Chambille, que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent, puisqu'elle a travaillé sur plusieurs films de Stéphane Demoustier. Mais voilà, visiblement, elle avait aussi envie de se lancer dans la réalisation et ça lui réussit très, très bien. Donc, j'ai hâte de suivre la suite de sa carrière. Pour avoir une vision plus complète de ce que ça représente, un jury ou plusieurs jurys dans un festival, j'ai aussi parlé avec Patrick Fabre, c'est le directeur artistique du Festival de Saint-Jean-de-Luz, et j'avais très envie de savoir comment ça se passait de son côté, comment on constitue un jury, qu'est-ce que ça représente parmi toutes les missions qu'il doit gérer avec le festival, combien ça coûte, est-ce qu'il y a des invités particulièrement relous, et je vous laisse écouter tout ce qu'il m'a raconté. Est-ce que tu peux me dire quels sont les critères les plus importants quand on constitue un jury ? Je serais tenté de te dire que le critère vraiment numéro 1, c'est d'être sûr qu'on va pas être embêté. Embêté de quelle manière ? Par des gens qui seraient pas sympathiques, qui auraient des comportements de diva, des choses comme ça. Donc pour moi, ça, je dois te dire que en fait, c'est pas un critère que je prends en compte parce que je m'adresse toujours à des gens qui sont à la fois talentueux et sympathiques. C'est vrai que t'as pas envie, quand on est une toute petite équipe et qu'on fait un festival, t'as pas envie d'ennuis supplémentaires. Voilà. Donc, et puis, c'est des gens que t'invites parce que tu les aimes, en tout cas moi c'est le cas, et t'as envie qu'ils s'entendent bien entre eux et qu'ils passent le meilleur séjour possible parce que quand, comme nous en plus, t'as pas de budget de communication, c'est eux qui vont faire le boulot après quand ils vont voir leurs copains du cinéma, ils vont leur dire non, j'étais membre du jury à Saint-Jean-de-Luz, j'ai passé un super séjour, c'était vraiment extra, si jamais on te le propose un jour, surtout n'hésite pas. Ouais, les festivals, c'est souvent ça, en fait. C'est toujours un peu une petite famille avec des têtes qui reviennent. Ouais, parce qu'on vient et effectivement, si ça se passe bien, on a envie de revenir, quoi. Oui, d'en parler aux gens autour de nous. C'est un problème ici. Hein. J'ai des gens qui me harcèlent. Hein. Vous reconnaîtrez. Hein. Je vous aime, mais arrêtez. On sait plus quoi en faire. Arrêtez de m'appeler. Non, c'est pas possible. Pendant un temps ici, le critère c'était d'avoir, comme dans beaucoup de festivals d'ailleurs, une personnalité populaire, une vedette, quelque chose comme ça. Ouais, un nom qui claque, quoi, pour faire venir le public aussi. Un nom qui claque, parce qu'on partait, pas moi, mais les équipes avec qui je travaille, partaient du principe que c'est le nom qui claque qui fait venir des gens dans les salles. Et moi, j'étais persuadé que non. D'abord, ça se voit sur les films, hein, c'est pas forcément la vedette qui fait des entrées. Et puis, on a bien vu que les gens, ils venaient sur le programme et non pas sur la possibilité de croiser des membres de jury. En plus, tu vois, 2 fois par jour pendant une semaine, à force, on finit par se lasser, quoi. Et puis un jour, au jury, il y a eu comme présidente Catherine Corsini, qui n'est pas, tu vois, une vedette de cinéma, mais qui, pour moi, est une très grande réalisatrice. Je voulais aller dans ce sens-là, dans le sens c'est la qualité du travail des gens qui compte et non pas leur renommée. Et mes camarades ont vu que la donne était pas changée, c'est-à-dire qu'on avait toujours autant de monde, si ce n'est même un peu plus, dans les salles, que ça donnait une image plus cinéphile du festival, et que donc, ce qui comptait, c'était la qualité de la personne et non pas, sa renommée. Ce que j'ai trouvé vraiment génial avec le Festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est déjà sa manière de mettre en avant les courts-métrages. C'est honnêtement pas si fréquent dans un festival de cinéma de leur accorder autant de place. Et je trouve aussi sa réflexion sur le jury jeune très intéressante. En fait, il se trouve que le prix remis par les jeunes, c'est le seul prix du festival qui est doté d'une somme financière. Et ça représente d'assez grosses sommes d'argent. C'est 2 500 € pour le court-métrage et 10 000 € pour le long-métrage. Ça peut vraiment faciliter la carrière d'un ou d'une cinéaste. Et je trouve que le choix qu'il a fait de remettre cette responsabilité spécifiquement au jury jeune est très judicieux. J'ai voulu leur donner cette responsabilité quand on a été contacté par le Fonds de dotation Porosus, qui aide les talents émergents dans le domaine sportif et artistique. Et alors artistique, je te dis pas, la liste, ça part dans tous les sens, c'est hallucinant le travail qu'ils font.
danseurs d'opéra, guitaristes classiques, rappeurs, enfin, c'est assez dingue. Et ouais, je voulais que ce soit eux parce que la grande famille du cinéma, on l'aime, on la connaît, mais parfois il y a du copinage, parfois il y a de la jalousie, et donc tout ça on évite. Et puis comme on est sur, on soutient les cinéastes de demain, il faut aussi soutenir les spectateurs de demain. Et il faut leur donner une responsabilité et leur faire comprendre que non. On s'occupe pas d'eux parce que ça fait bien d'avoir des jeunes qui vont au cinéma, quoi. Non, vous avez une vraie responsabilité, donc du coup, vous pouvez prendre votre rôle plus qu'à cœur, quoi. Quand je vois à quel point on est bien traité en festival quand on est invité, entre l'hôtel, les déplacements, les chauffeurs, les restaurants, les cadeaux, je me suis demandé quel poste de dépense ça pouvait représenter pour le festival par rapport à toutes les autres dépenses qu'ils peuvent avoir. Et j'ai donc posé la question à Patrick Fabre. Donc il y a une dizaine de personnes, de membres de jury que tu loges pendant la durée du festival. Ouais. Tu nourris aussi tout le monde, enfin pas toi personnellement, mais on est. Je me lève le matin, je fais les courses. Voilà. On mange au resto tous les midis, tous les soirs. Ça représente quoi dans le budget du festival, prendre soin de tes jurys? Vraiment en termes d'argent, je saurais pas te dire parce que moi dès le départ, on m'a demandé tu veux quoi comme titre, j'ai dit directeur artistique. On m'a dit tu veux pas délégué général, j'ai dit non parce que ça fait le mec qui s'occupe de l'argent et je veux pas m'en occuper. Mais je veux bien le dépenser. Une chose est sûre, le budget invitation, que ce soit les jurys ou toutes les équipes qui viennent présenter, c'est notre plus gros poste. C'est très cher. On est localisé à Saint-Jean-de-Luz. Un billet de train, ça va très vite, plus vite que l'avion en termes de prix. Mais on préfère que les gens prennent le train. Donc il y a ça à payer, il y a les chambres et même si on arrive à avoir des accords avec les hôteliers qui sont sympathiques et qui nous font une petite réduc, ça coûte. Donc, je serais tenté de dire à peu près, en tout cas, le voyage d'un acteur sur 24 heures, ça doit coûter pas loin de 500 €. Ouais, donc tu multiplies ça par... Alors après, tu enlèves le 300 €, disons, de billet de train et tu dois avoir, disons, au moins 150, pas loin de 200 € par jour pour quelqu'un, quoi. Donc, voilà, ça coûte. J'ai commencé dans l'ancienne version du festival et puis après je l'ai repris en main et on s'est libéré de nos chaînes. Mais il y a 16 ans, on avait 200 000 € de budget. Aujourd'hui, on a du mal à en avoir 180, alors qu'on fait 2 fois plus de choses que ce qu'on faisait il y a 16 ans. Il y a 16 ans, il y avait 10 films, point. Aujourd'hui, il y a le double de films, il y a des courts-métrages, tu vois, il y a toutes les équipes qui viennent. C'est un travail de fou, on est une équipe de 3. Mais voilà, il faut le faire et on le fait. Moi, je m'inquiète toujours d'être bien vue et d'être une bonne invitée. C'est quoi le pire truc que je puisse faire en tant qu'invitée ou membre du jury dans un festival? Le truc où tu dirais, bon, on la rappelle plus parce que c'était juste pas possible. Les gens qui laissent les chambres dégueulasses, ça, c'est pas possible, quoi. Ou alors, tu vois, qui doivent rendre la chambre à midi et qui la rendent à 4 heures, tu vois, ça fout l'hôtelier dans la merde, quoi. Il peut pas louer la chambre derrière ou il peut pas accueillir l'invité derrière, tu vois. C'est le manque de respect, en général, c'est pas cool, quoi. On se démène pour que les gens soient accueillis le mieux possible. Alors, tu vois, un petit peu de respect, un petit peu de politesse, quoi. Ou des gens qui réclament des changements de billets à la dernière minute et qui veulent pas comprendre que les trains sont complets, ou tu vois. Il y a des attitudes, c'est un problème d'attitude, quoi. J'espère qu'on est cool avec tout le monde, on ouvre les bras, on ouvre le festival, on ouvre la ville à tout le monde. Alors, voilà, quoi. Ouais. Ça, c'est... Après, il y a eu des fois des épisodes... grandiose dont on garde maintenant des souvenirs, tu vois, amusés, quoi. Voilà, des producteurs qui viennent avec leur maîtresse, qui laissent mais il y a très longtemps de ça, et qui laissent des additions qu'on leur envoie après, quoi. On envoie la note, voilà, ou des fois des gens qui forcent un peu sur l'alcool et qui savent pas se comporter. Mais bon, ça n'a rien de spécifique à un festival, hein, tu vois. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Il y a aussi des films très chouettes que vous pouvez voir en salle actuellement. Le premier, c'est 2 pianos d'Arnaud Desplechin. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché? Non. J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux. Je me suis vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que t'as volé ça? Attends, t'as volé une photo de mon fils?
Pourquoi tu montes ça maintenant? Va-t'en. C'est un film que j'ai découvert à San Sebastian récemment et que j'ai trouvé très très chouette. Je vous avoue que je suis pas une immense fan de Desplechin, ça peut paraître blasphème pour certains grands cinéphiles français, mais celui-là m'a vraiment beaucoup plu. En tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un de ses films. C'est un film avec François Civil et Nadia Tereskevich. Et François Civil incarne un musicien qui s'est exilé depuis plusieurs années et qui revient en France. Et en fait, il va croiser un ancien amour. Et il se retrouve totalement bouleversé. Ça réveille beaucoup de souvenirs pour les deux, en fait, de leur rupture qui avait été très difficile. Mais le film, en fait, va disséminer très lentement toutes les informations dont on a besoin. Il y a aussi Queen, Charlotte Rampling, qui joue la mentor du musicien dans le film et qui est vraiment exceptionnelle. Bon, comme toujours, mais vraiment, c'est un bonheur de la voir, surtout dans le rôle d'une grande musicienne un peu rigide et en même temps un peu cool. Enfin, elle est parfaite. Il y a aussi Hippolyte Girardot qui joue un rôle de mentor masculin. Donc, on a vraiment ce jeu aussi sur 2 générations, hommes et femmes, dans un récit qui est à la fois un récit professionnel et amoureux, qui révèle des secrets au fil de sa trame. Moi, j'étais totalement prise par l'histoire. J'ai trouvé que c'était très charmant. C'était peut-être pas particulièrement surprenant, mais honnêtement, l'alchimie déjà entre les 2 acteurs est exceptionnelle. Et l'écriture fonctionne très très bien. J'ai aussi beaucoup aimé la photo. Donc vraiment, j'ai passé un moment extrêmement plaisant devant ce film. C'est un peu comme un bon cocktail, genre un bon mojito. Vous vous dites, j'en ai déjà bu 3 milliards, hein. Mais un bon mojito, c'est très bon, quoi. Et ça nécessite quand même un certain talent de dosage. Et là, tout était très bien dosé. Donc voilà, je vous recommande 2 pianos d'Arnaud Desplechin. Et l'autre film que j'ai beaucoup aimé, qui est en salle cette semaine, c'est The Chronology of Water de Kristen Stewart, une jeune cinéaste et actrice que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. I want to talk to you. It was my voice who left. Hey, look at me. Sometimes I think it arrived on paper. Hey, honey. I wanted to write. I want you all to be winners. C'est sa première réalisation de long métrage, elle a déjà réalisé des courts. Et c'est un film qui était au Festival de Cannes, que j'avais déjà beaucoup aimé à ce moment-là, et donc je vous en avais peut-être déjà un petit peu parlé. Je trouvais que le film était un poil long et je me demandais s'il allait être remonté ou pas après Cannes. Je ne sais pas si ça a été le cas parce que je n'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais ça m'a laissé un très fort souvenir parce que c'est un film assez radical, assez âpre et très inventif aussi. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant, c'est que pour une première réalisation de long métrage, Kristen Stewart a déjà un style qui est très affirmé. On sent qu'elle a vraiment envie de faire les choses à sa manière. La photographie est super belle, il y a de vraies prises de risques dans la photo, dans le montage, dans la direction des acteurs. C'est un récit initiatique d'une jeune femme qui a eu une enfance très très difficile, marquée par l'addiction et la violence, et qui va essayer des années plus tard de se sortir de ça, notamment en passant par l'écriture, mais qui lutte vraiment avec ses démons. Ça peut paraître un peu cliché dans la manière dont je le formule, mais ça l'est pas vraiment à l'écran, et c'est ça que j'ai trouvé chouette, parce que des histoires d'addiction et de violence, on en voit beaucoup dans la fiction, mais là c'est Imogen Poots qui incarne le rôle principal, qui est très très bonne, très bien dirigée. Kristen Stewart étant actrice, ça doit forcément jouer aussi dans sa direction d'acteur, mais j'ai trouvé là aussi que c'était très bien dosé, et vraiment, j'insiste, très frappant dans le style, dans les images, dans le choix de la musique. Vraiment, moi, j'ai très, très hâte de voir ce que Kristen Stewart va faire par la suite. C'est déjà une cinéaste que je trouve impressionnante. Je vous en dis pas plus parce que, honnêtement, je m'en souviens plus très bien. Mais je vous laisse aller découvrir The Chronology of Water en salle. C'est un film qui est pas toujours facile à regarder parce que c'est assez cash. Mais en même temps, justement, j'ai l'impression qu'elle trouve des nouvelles choses à raconter sur la féminité à l'écran et qu'elle a réussi à avoir un ton qui soit assez subversif sans tomber non plus dans le cliché de la subversion féminine, badass. C'est vraiment un petit ovni cinématographique. Et honnêtement, j'ai hâte de le redécouvrir, justement, de voir quelle est la version qui est sortie en salle et de voir si ça me marque toujours autant la deuxième fois. And the Golden Globe goes to. And the Golden Globe goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar.
Il faut que je vous dise comment ça se passe dans la course aux Oscars, dans la award season. Je vous avais dit, quand on a commencé à faire ces petits points hebdomadaires, qu'il y avait un film que je surveillais tout particulièrement, c'était Hamnet de Chloé Zhao, qui est l'adaptation d'un roman que j'ai lu et qui est vraiment, pour l'instant, pressenti comme le favori dans la course aux Oscars. J'ai enfin vu Hamnet et je pense toujours que c'est le favori. En tout cas, je pense que ce serait sans doute le mien. C'est adapté d'un roman qui s'inspire de la vie de Shakespeare et de sa femme qui ont perdu un enfant en bas âge qui s'appelait Hamnet. Et il se trouve que vous avez peut-être déjà entendu parler de la pièce de Shakespeare qui s'appelle Hamlet, avec un L. Et donc, le roman et le film essayent d'imaginer comment la perte de cet enfant a pu mener à la création de la pièce Hamlet. On se focalise vraiment pas sur le théâtre. C'est vraiment un récit intime. Moi, j'ai adoré le roman. J'avais peur que ce soit très, très dur à lire parce que bon, c'est quand même l'histoire d'un enfant qui meurt. Mais pas tant que ça. Enfin, c'est juste très beau, très poétique. Et c'est une vraie adaptation. C'est-à-dire que Chloé Zhao a vraiment fait des choix qui fonctionnent très très bien. C'est avec Paul Mescal et Jessie Buckley qui sont super. Mais je dois aussi dire que le jeune garçon qui joue Hamnet, qui s'appelle Jacoby Jupp, est incroyable. Enfin, vraiment des enfants qui sont des très bons acteurs. Ça n'arrive pas tous les jours, mais là, j'étais impressionnée. J'ai passé un peu tout le film à me dire ok, c'est un peu triste, ok, je suis un peu émue. Et à la fin, je disais ok, c'est bon, vous voulez que je pleure, ben je vais pleurer, ok. Donc ça marche très très bien. La musique est très belle, même s'il y a un choix musical qui m'a un peu interrogée, mais on en reparlera quand le film sera sorti, parce que là, je veux pas non plus tout vous spoiler. Et si vous voulez la partie coulisses, il se trouve que j'ai vu ce film lors d'une projection organisée à la dernière minute pour les quelques membres des Golden Globes qui étaient présents à Paris. Donc on était 8 dans la salle. Et en fait, la projo a eu 2h30 de retard. Mais on nous l'a annoncé au moment où on était déjà dans la salle. Donc en fait, on a passé 2h30 à 8 dans une salle de cinéma vide à essayer de papoter et de s'occuper. Moi, du coup, j'ai lu les derniers chapitres de Hamnet juste avant de voir le film, donc je vous dis pas l'expérience encore plus étrange. L'attachée de presse était tellement gênée de nous faire attendre comme ça qu'elle a fini par aller nous acheter des bonbons, des chips et des bouteilles d'eau pour qu'on tienne dans la salle. Donc on était là, ok, ça se transforme en pyjama party, c'est génial. En fait, le problème, c'est que le DCP, donc la copie numérique du film, avait été envoyé un peu à la dernière minute et ça mettait énormément de temps à se télécharger. Et donc, en fait, quand on est arrivé, le technicien nous a dit qu'ils en étaient à 60% de téléchargement, mais qu'il restait environ 4 heures annoncées. Donc, vous voyez, c'est comme quand vous essayez de télécharger un fichier, mais que votre Internet est pourri. Bah là, c'était un peu pareil. Et donc, ils nous faisaient des updates régulièrement. Ils disaient, on est à 72%, on est à 90%. Mais voilà, c'est un peu le problème de ne pas fonctionner avec une bobine de pellicule physique. C'est que là, on devait attendre que, depuis l'étranger, on reçoive ce film-là. Et en fait, on ne pouvait pas le lancer avant d'avoir vraiment les 100%. Moi, je suis allée lui demander bêtement, je lui ai dit, mais on peut pas le lancer maintenant et comme ça, la fin se télécharge pendant qu'on regarde le film. Et il m'a dit, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc, on s'est retrouvés à attendre le téléchargement d'un fichier. Ça m'a rappelé la belle époque des téléchargements illégaux sur Casa. Sauf que là, c'était dans une grande salle de cinéma parisienne. Et c'était à la fois un peu de la torture, mais aussi un peu rigolo. Et clairement, une expérience de visionnage unique. Au moment où le technicien a enfin réussi à lancer le film, on s'est mis à applaudir en mode « Ouais, trop bien !» Ce qui ne collait pas du tout au ton de Hamnet. Mais voilà, ça a créé une expérience de visionnage assez surréaliste parce que moi, j'avais une appréhension avant de le voir parce que justement, mes attentes étaient très élevées et parfois, ça peut desservir un film. Donc, j'y allais un peu à reculons. Et là, ce qui est bien, c'est qu'après 2h30 d'attente, je peux vous dire que j'avais qu'une seule envie, c'était de voir ce putain de film. Donc, j'étais très, très, très contente quand le film a démarré. Et je sais pas si je l'aurais perçu différemment si je n'avais pas eu aussi toute cette longue attente qui l'a précédé. Mais dans tous les cas, voilà, c'était une projection un peu de dernière minute, Golden Globes à l'arrache. Ça ne m'est jamais arrivé depuis le début de ma carrière d'attendre 2h30 pour un DCP qui ne se télécharge pas. Mais je vous avoue que c'était assez fou. Et sinon, dans les autres petits potins Award Season, il se trouve que j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui vote aux Oscars et qui m'a dit qu'il regrettait énormément de ne pas avoir voté pour Demi Moore l'année dernière. Il a commis l'erreur qu'on commet parfois, c'est-à-dire qu'il pensait que quoi qu'il arrive, elle allait gagner, puisqu'elle était vraiment pressentie pour gagner. Et donc, il s'est dit que lui, il allait voter pour quelqu'un d'autre. Et à la surprise générale, c'est Mikey Madison qui a remporté le prix, alors que tout le monde pensait que l'Oscar reviendrait à Demi Moore. Sans doute parce qu'il y a plein de gens qui ont fait la même chose que lui. Donc voilà, j'adore avoir ce genre de petites anecdotes parce que ça confirme des trucs que je pense savoir depuis des années. Mais là, effectivement, c'est le cas. Et donc, il m'a dit que plus jamais il referait cette erreur, que même si c'était un grand favori, il allait quand même voter pour parce qu'il a trop peur que son favori, finalement, ne gagne pas.
Et enfin, sachez que j'ai aussi parlé de cassoulet avec Luca Guadagnino pour son prochain film After the Hunt. Mais ça, pour le coup, on en reparlera, je l'espère, très vite dans ce podcast. C'est la fin de cet épisode de Anaïs se fait des films. Merci beaucoup à Patrick Fabre pour son invitation au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci aux autres membres de jury et notamment ceux qui ont accepté de répondre à mes questions avec des chants basques derrière alors qu'on était en train de boire des coups. Merci à toutes les nounous, entre guillemets, qui m'ont accompagnée sur tous les festivals que j'ai faits. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Alors bonjour, je suis Patrick Fabre et je suis le directeur artistique du Festival de la Mobilette. Voilà.